Chers auditeurs, chers téléspectateurs, bonjour, bonsoir à ceux qui vont nous écouter en soirée sur différentes télévisions. Alors qu'à l'opposition, certains disent respect des délais constitutionnels ou rien, certains dialoguent sous l'égide de la communauté internationale, d'autres qui se disent pragmatiques réfléchissent transition avant les élections. Pour ne pas qu'au-delà des délais, la majorité présidentielle reste seule maîtresse de la destinée de la République. Notre invité du jour est de l'opposition, la dure, celle qui dit n'avoir jamais voulu de compromission. Proche de Tshisekedi, le même, pour qui Joseph Kabila doit, en novembre, remettre son mandat au peuple. Monsieur Steve Mbikai, bonjour. Bonjour. Pour vous interroger, Thierry Kambundi de Top Congo FM, Rachel Kitsita de Numérica TV, Paulette Kimuntu de Congo Web Télévision ainsi que Willy Kalengai de Géopolis Magazine. Steve Mbikai, la présentation était succincte, en tout cas votre présentation. Je rappelle quand même que vous êtes le président du Parti travailliste, vous êtes le porte-parole de l'opposition nationaliste, vous êtes député national élu de Kinshasa, mais vu les thèses que vous défendez aujourd'hui, réunir l'opposition pour organiser une transition avec le président Kabila, ce qui vous attire d'ailleurs les foudres de beaucoup, est-ce qu'on peut encore dire de vous celui qui épouse des thèses qui conviennent à la majorité présidentielle, que vous êtes toujours de l'opposition? Oui, merci beaucoup d'abord d'invitation. Je crois que ça, c'est le débat général au Congo, à Kinshasa. Il y a les gens, pour parler, ils veulent bien conserver leur casquette, soit de la majorité dure et pure, ou de l'opposition radicale, l'opposition tout court. Vous savez que je suis initiateur de la nouvelle classe politique et sociale. Nous avons une façon différente de faire des choses. Ce qui compte pour nous, c'est le fond du problème et des solutions à y apporter. On n'a pas besoin d'être catégorisé. Dans tous les cas, un opposant est défini par la loi. Pourtant, c'est l'opposition. À l'article 2, il suffit de ne pas être à l'exécutif et ne pas soutenir le programme du gouvernement. On est de l'opposition. On n'a pas besoin de forcer la note, d'attaquer, d'insulter et de se montrer incohérent. Ici, nous sommes en face d'un problème. Nous avons un blocage qui est en vue parce que à ce jour, on n'a pas encore le calendrier électoral. Donc, on n'a rien du tout par rapport à l'élection de cette année. Et c'est bien clair qu'il n'y aura pas d'élection dans le délai. Alors, il y a eu une thèse qui est n'est-ce pas, prêché par nos collègues de l'aile dure l'opposition dite radicale, parce que pour moi ce qui est radical est pro-irrationnel, alors qui pense qu'il n'y a qu'une alternative. Pas d'élection en 2016, insurrection populaire, pour faire partir le pouvoir en place qui, il faut le dire, est fautif. Parce qu'apparemment, cette situation a été bien préparée par la majorité pour nous mettre devant un fait accompli. Et c'est vrai. Pour eux, c'est l'insurrection populaire. Et moi, j'ai pensé que non. Parce que nous sommes un parti travailliste. Nous avons comme lobby les chefs d'entreprise, cadres d'entreprise et travailleurs. Et quand il y a ici, insurrection, qu'est-ce qui se passe? À part mort d'homme, c'est la casse. On casse les boutiques, les magasins, les entreprises, et c'est le chômage qui arrive. Alors, il fallait proposer une autre recette par rapport à ça. Il n'y a pas que l'insurrection, mais il y a aussi possibilité de s'entendre pour mettre en place une transition consensuelle après le mandat du président Kabila, pour préparer ensemble les élections. D'abord, pour nettoyer la territoriale. Pourquoi est-ce que aujourd'hui, le PPRD peut à lui seul avoir toute la territoriale sans mandat? Tous les chefs de secteur, bourgmestres, administrateurs du territoire, gouverneurs, tous sont PPRD. Pourquoi? Et quand nous savons que chez nous, l'élection, souvent, comme disait Saline, ce ne sont pas les bulletins qui sont postés en ligne qui comptent, mais c'est ceux qui comptent, les bulletins qui déterminent qui a gagné. Mais le soir, on amènera les urnes chez les secteurs pour les bourrer, chez le gouverneur, et qui sont d'ailleurs les chefs du parti présidentiel dans leurs entités respectives. Il faut revoir, parce qu'ils n'auront plus de mandat. Là où nous avons les gouverneurs, et ils sont adjoints et vice-versa. Ça, c'est plus intelligent que de dire allons aux élections, vaille que vaille. Voilà pourquoi je me suis dit, il faut, au lieu de casser,
Au lieu de taper dessus, il faut une transition. Parce que, même si la thèse est la plus dure de ceux qui veulent Kabila dégage, qui veulent aller dans la rue pour chasser Kabila, encore que, on ne peut pas dire à un président qu'on vient te chasser. Ça devient un peu théâtral. Même si eux arrivaient à réussir leur coup, et que Kabila est dégagé, donc il est parti, ils vont toujours revenir à ma logique. Il y aura un dialogue pour désigner qui va le remplacer, pour diriger pendant un temps. Il y aura toujours une transition pour dire quand est-ce qu'il y aura élection. Voilà pourquoi je me dis qu'il n'y a pas que la fatalité, mais on peut bien s'entendre pour avoir des élections apaisées, transparentes, justes et démocratiques. Oui, mais là, quand vous dites voilà notre thèse, voilà cette thèse que nous voudrions voir appliquée, parce que l'évidence c'est celle-ci ou celle-là, votre thèse, vous la faites appliquer comment ? Au cours vous vous préparez au dialogue? Absolument. J'ai pas voulu trop parler dialogue parce que quand j'ai commencé à en parler, beaucoup avaient peur d'en parler. Aujourd'hui, c'est devenu un peu folklorique, avec ce que fait la majorité à la télévision, associations créées, des panneaux, des chansons, chefs coutumiers. Nous, on s'est dit, on arrête. Ils le font déjà bien. Nous, on pense à l'après-dialogue. Donc, nous pensons à l'après-dialogue. C'est comme ça que j'ai convoqué un conclave de la nouvelle classe politique et sociale, l'opposition nationaliste, pendant 4 jours, pour réfléchir à comment faire, comment donner corps à cette transition sur le plan juridique d'abord, sur le plan politique et le plan technique. La transition aussi, elle est acceptée faire comme des jours. Mais l'idéal, c'est d'avoir les élections dans le délai. La transition est une mauvaise solution, mais moins mauvaise que l'insurrection populaire. Encore faudra-t-il être capable de la faire, cette insurrection. Oui, mais ça, vous avez commencé votre exposé en disant tout le monde sait qu'il n'y aura pas les élections, donc l'idéal, on peut le mettre de côté. On va vers la transition pour vous, une transition qui, même si elle n'est pas du tout reprise, comme l'a dit récemment la Senko, dans la Constitution. Oui, et c'est là qu'il faut se montrer leader politique et homme d'État. Nous sommes là pour trouver des solutions aux problèmes qui se posent. La politique, c'est l'art. Et c'est l'art de trouver des solutions aux problèmes qui se posent. C'est pas comme la mécanique, où quand une vue s'est cassée, il faut la souder de la même façon. Ici, à chaque cas, il faut qu'il y ait des gens intelligents pour trouver des solutions. Aujourd'hui, on a fait un constat. Nous avons le nouveau blé goudé qui s'est créé au Congo. Vous voyez chaque dimanche le parti présidentiel avec ses blé goudés dans la rue en train d'exhiber les biceps. Et de l'autre côté, il y a le Guillaume Soro qui se prépare, téléguidé par les impérialistes qui vous disent mettez-le dans la rue, dès qu'il va tuer, on va le faire partir. Alors ça, c'est un cocktail dangereux pour le pays. Alors il fallait, là où eux montent des biceps, que la nouvelle classe politique mette les cerveaux, n'est-ce pas, en jeu pour trouver des solutions. Donc d'abord la forme juridique, parce que c'est plus compliqué. La Constitution ne prévoit pas une transition. Ok, là on est bloqué. Que faire? Et pendant 4 jours, nous avons trouvé une recette. Et j'aimais quiconque au défi de venir me contredire notre thèse dans un débat. Et je suis prêt. Willy Kalengai, Géopolitics Magazine. Monsieur Mikaï, vous êtes allé plus loin que le chef de l'État lui-même. Quand il convoque le dialogue, il parle du processus électoral. Vous parlez de transition. La transition, c'est un moment qui vient régler une grande crise. Vous appelez crise le fait qu'on n'a pas pu faire les élections? C'est ce que vous appelez crise? Où est-ce que vous voyez la crise pour qu'il y ait une transition? La crise, c'est ce qui va venir après la non-tenue des élections. Quand nous arrivons au mois de décembre, il n'y a pas un nouveau chef d'État élu. La Constitution ne prévoit pas un mécanisme. Non, là, je vais expliquer. Un mécanisme de gestion? Non. Et là, c'est une tricherie. Nous, de l'opposition... Vous n'avez pas de l'article 70? J'arrive. Nous, de l'opposition... Nous avons notre conception de cet article. Ça serait vraiment du théâtre que le législateur laisse au chef de l'État en fonction le temps de ne pas aller aux élections comme ça pendant 5 ans. Vous avez laissé le Sénat pendant 7 ans, ça ne vous a pas changé. J'arrive. Les gouverneurs sont restés 6 ans. J'arrive. De quoi nous parlons? Si nous suivons cette logique, cela voudrait dire que celui qui sera chef de l'État va s'arranger comme a fait le premier ministre Matata,
de ne pas aller aux élections, parce que c'est bien monté par la majorité, cette affaire aux élections, pour rester éternellement. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on dit que le président en place reste jusqu'à ce qu'on va installer le président élu, veut dire quoi? Quand nous avons par exemple l'élection au mois de septembre, on a élu un nouveau chef de l'État qu'on va installer, par exemple, en décembre. En attendant, celui qui était là reste en place jusqu'à l'installation du président élu, pas présent à élire, déjà élu et connu. C'est ça que ça veut dire. Ça ne veut pas dire qu'on peut encore faire 6 mois, 1 an, 3 ans. Non. Alors maintenant, pour trouver la solution au problème, nous allons recourir à ce qu'on appelle la convention constitutionnelle. C'est-à-dire quoi? On va débattre de la question. Nous avons notre entendement de la chose, de l'article 70, et on l'a leur, on va discuter, on va tomber d'accord sur le fait, ok, on peut accepter qu'il faut continuer au-delà du mandat, mais le pouvoir n'est plus légitime cette fois-là, nous lui conférons une légitimité consensuelle et le pouvoir est partagé. Et partagé. Ça se fait entre politiciens, quoi. Les peuples, lui, il est complètement à côté. Oui, c'est lui la source du pouvoir. Vous pouvez décider de qui peut avoir le pouvoir et non, et dans une réunion. On peut consulter le plus grand constitutionnaliste que nous avons, le Jacques Ndioli, même le président de la Cour constitutionnelle. Mais il y a la Cour constitutionnelle qui existe. J'ai dit, même le président de la Cour constitutionnelle, on peut le consulter. Il n'y a aucune constitution du monde qui a tout prévu. Non. Mais quand on tombe sur un cas qui n'est pas prévu par le texte, c'est là qu'on recourt à ce qu'on appelle la convention constitutionnelle. C'est l'entente de l'ensemble de la classe politique et qui recourt après auprès du juge constitutionnel. Et quand il y a donc quitus, c'est applicable quand le droit strict devient dormant. Donc, parce qu'on ne peut pas laisser... Vous allez tellement vite qu'on risque de ne pas vous suivre. Laissez-moi vous poser une petite question pour vulgariser un tout petit peu. Entre Kabila Désir et Kabila Dégage, vous êtes à quel niveau? Vous savez, les deux sont incohérents. Et Kabila Désir, qui voudrait instaurer au Congo une présence à vie, ce qui n'est pas acceptable du tout. Parce qu'on peut beau être même le meilleur de tous les Congolais, on ne peut pas devenir roi du Congo. Ça, c'est hors des questions. Et Kabila Dégage est aussi irresponsable. D'abord, faut-il être capable? D'abord, parce que quand on dit aux gens, oh, c'est pas bon, arrêtez, est-ce qu'ils sont d'abord capables? Ou a-t-on déjà vu, on dit à un chef de l'État que le 18, on va te chasser? Non. On s'est fait au Burkina Faso. Là-bas, c'était pas ça. On n'allait pas chasser Blaise Compaoré. On partait à l'Assemblée nationale. Mais quand ça a réussi, ils ont prolongé être chez Compaoré. Mais ici, on vous dit 18 février, Kabila Dégage. Moi, je pense les deux font un peu du folklore. Et Kabila Désir et Kabila Dégage, ils sont dans l'incohérence. Revenons à votre proposition de convention constitutionnelle. Vous dites que c'est la règle en cas de conflit, suite à ce que, avec Willy, vous avez démontré comme crise. Donc, vous faites intervenir la Cour constitutionnelle quand ? Nous faisons, d'après l'étude qui a été faite à la commission juridique de notre convention, de notre conclave, parce qu'on a eu 3 commissions, la juridique, la technique et la politique. Ça, c'est quand nous aurons eu un accord politique au dialogue. Et d'après moi, cet accord, d'ailleurs, devra quand même requérir aussi l'assentiment de l'Assemblée nationale, parce que c'est là que se trouve la légitimité populaire. Quand la classe politique s'est mise d'accord, n'est-ce pas, en ce moment-là, on fait intervenir le juge constitutionnel. Et l'Assemblée nationale, parce que tout cela, ce sont des mécanismes qui ne sont pas prévus à la date d'aujourd'hui dans la Constitution, vote cette convention constitutionnelle à la majorité, aux 2/3, on met quoi? On met une pause à la Constitution. Cette convention constitutionnelle va au-delà, aura plus d'importance que la Constitution? Non, l'objectif de notre conclave, c'était quoi? C'est comment faire pour avoir une convention sans énerver la Constitution, sans l'abolir, n'est-ce pas? Et nous avons trouvé la recette. C'est-à-dire, c'est une entente de la classe politique. Et cela, c'est dans une durée déterminée. Oui, mais la Constitution dit, au bout de 5 ans, le président élu doit remettre le tablier. Comment est-ce que vous n'énervez pas cette Constitution si, au bout de 5 ans, le président est toujours en place? Oui, c'est-à-dire, nous nous retrouvons devant un fait accompli. Est-ce qu'on va brûler le pays? Ça n'a pas été prévu par la Constitution. On est en décembre 2016. Il n'y a pas un nouveau chef de l'État.
Nous disons alors, trouvons un consensus autour de la compréhension de l'article 70, moyennant des compromis mutuels, pour ne pas brûler la case. Aujourd'hui, vous verrez mes collègues de l'opposition radicale, parce que moi je suis l'opposition centriste. J'ai compris que le radicalisme est proche de l'incohérence. Ok? Ils vous décrivent la situation. Ils sont fautifs, c'est vrai. Et d'ailleurs, si la majorité n'est pas complice, le Premier ministre Mata devait démissionner parce qu'il est le premier responsable du blocage. Ils décrivent la situation qui est mauvaise, qui est responsable, et après, ils ne disent rien. Non, en principe, il faut une voix chef de l'État, il doit partir. Et c'est vrai. Quand il dit aujourd'hui, ok, moi, je pars, nous faisons quoi? Dialoguer. On va dialoguer pour trouver qui va nous conduire. On va dialoguer pour savoir celui qui va passer, fera combien de temps pour qu'il y ait élection. Vous voyez que tout le monde va tomber sur ma proposition. Et nous préférons, nous, en tant que la nouvelle classe politique, être prévoyants, dire les choses que les autres comprendront que plus tard. Et vous verrez que dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, tous vont tomber sur cette proposition. Thierry Kambundi, Top Congo FM. Je reviens à la proposition ou à la question vous posée tout à l'heure par Christian Lusakweno parce que j'ai eu le temps de lire les conclusions de votre convention. J'en ai tiré une phrase qui me paraît la plus importante. Vous parlez d'un contour juridique à donner à la transition que vous proposez pour ne pas énerver l'actuelle constitution. Alors que, vous l'avez affirmé tout à l'heure, la constitution actuelle ne prévoit pas de transition, justement. Vous ne trouvez pas que votre proposition n'est pas réaliste? Non, là, nous tombons dans ce que le professeur Ndiolé appelle les principes fondamentaux du droit constitutionnel. Vous voyez, quand nous avons un cas nouveau qui n'a pas été prévu par la Constitution, nous recourons à ça. Ce sont des pratiques. C'est comme ça que nous avons trouvé la recette de la Convention constitutionnelle. Et allez demander à tous les professeurs de droit les plus réputés, ils vont vous dire que ça, c'est acceptable, c'est faisable. Donc là, on ne va pas énerver la Constitution. On ne va pas violer une disposition parce qu'il y a déjà une brèche qui est ouverte par l'article 70. Et nous allons seulement nous mettre d'accord sur le sens à donner à cet article pour éviter qu'il y ait casse. Mais comment obtenir un consensus aujourd'hui autour de cette proposition alors que déjà pour le dialogue, vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord? Non, pour le dialogue, nous sommes d'accord parce que nous avons dit que le dialogue est inclusif. Alors, inclusif, ça veut dire quoi? Tout le monde a droit d'y participer. Ça ne veut pas dire que tout le monde est obligé d'y participer. Le dialogue serait moins inclusif si jamais on n'envoyait pas d'invitation à tout le monde. Comme je l'ai dit hier. Donc, il faudrait qu'on mette sur pied un comité préparatoire sans attendre que Ban Ki-moon désigne un facilitateur. Il faut que chaque composante à ce dialogue ait son quota, qu'il ait son invitation. Mais si on décline l'invitation, le dialogue reste inclusif. Parce que dire inclusif ne veut pas dire obligatoire. Voilà. Et ceux qui ne seront pas au dialogue pour discuter de cette convention constitutionnelle, quand ça va passer par l'Assemblée nationale, là où tout le monde est représenté, il y aura un débat. Et là-bas encore, il y aura une inclusivité. Mais tout cela, on en parle où? On en parle dans quel cadre? Tout cela, on en parle dans le cadre qu'on appelle dialogue politique inclusif. Ma question est la suivante. Je reviens là-dessus. Pour une modification de la Constitution, il faut les 2/3 du Parlement. Vous faites passer cette convention au niveau du Parlement. Vous nous avez dit qu'il faut le faire puisque ce sont les élus du peuple, c'est la représentation populaire. Mais à quel niveau? La moitié du Parlement doit dire oui, les 2/3, au moins les 2/3, c'est... Non, parce que là, nous ne venons pas modifier la Constitution. Nous voulons justement avoir l'autorisation du peuple pour que nous puissions nous entendre sur la question, qu'on puisse avoir une adhésion politique. Ce qui est plus important, c'est l'équitus de la Cour constitutionnelle. Mais pour que la chose soit beaucoup plus vulgarisée, les élus du peuple devraient dire un mot. Pourquoi on ne peut pas réviser la Constitution maintenant? Parce que nous sommes en étant suspects. Nous sommes déjà dans une année électorale. Ça serait anormal qu'on puisse en ces moments ici réviser une constitution. Non. Là, c'est ouvrir une brèche à tous les chefs d'État qui viendront, qui vont bloquer les choses pour qu'après qu'ils arrivent
à modifier la Constitution. Donc votre convention constitutionnelle, c'est au Parlement à titre informatif, mais avec ou sans son accord, ça passe. C'est-à-dire, quand nous tombons sur une convention constitutionnelle, on peut ne pas aller à l'Assemblée. Là, on a besoin, n'est-ce pas, de l'avis et de l'accord de la Cour constitutionnelle. Mais ça, c'est moi qui ai proposé à notre conclave qu'il sera mieux qu'il y ait un large débat aussi au niveau de l'Assemblée nationale. Parce que si nous allons, par exemple, au dialogue, nous avons nos collègues du Balai citoyen congolais qui ont dit qu'ils ne viendront pas au dialogue, n'est-ce pas? Alors, quand on va prendre des résolutions, ça ne les concerne pas. Non, parce qu'ils n'ont pas été là. Mais quand nous amenons ça à l'Assemblée nationale, qui est détentrice de la légitimité populaire, et c'est accepté, et que la Cour l'autorise, ça devient imposable à tous. Alors, autant y être au lieu de subir. Paulette Kimuntu, Congo Web Télévision. Bonjour M. Mbikaï, revenons un peu au concept parce qu'en République démocratique du Congo, nous sommes friands des concepts nouveaux. Vous êtes porte-parole de l'opposition nationaliste. Comparaison n'étant pas raison, quand on voit le mot nationaliste, ça frappe, ça nous renvoie un peu au Front National en France. Pour vous, l'opposition nationaliste, vous êtes contre les étrangers, vous prônez la haine de l'étranger? Oh, voilà, une très bonne question. Et parce que tout notre combat repose sur notre doctrine que nous appelons le nationalisme intégral, nationalisme politique, économique et culturel, qui veut dire simplement quoi? Que nous devons apprendre à dire non au dictat, n'est-ce pas, occidental, qui est en train de nous imposer des chefs d'État en Afrique. Avant, c'était par voie des coups d'État, après des rébellions. Aujourd'hui, c'est parfois des mascarades électorales, comme on l'a vu n'est-ce pas, au Gabon, où Ali Bongo avait perdu. C'est pour sorte que les élections en Afrique, c'est un peu de la triche, en souvent, fait, selon vous. Souvent. Même au Sénégal, prenons un exemple palpable, même au Sénégal. Je n'ai pas généralisé. J'ai dit si souvent, aujourd'hui, ils passent par des mascarades d'élections pour reconnaître les chefs qui ont été élus. Nous disons non à la domination, oui à la coopération. Nous disons ceci, nos richesses depuis 50 à 60 ans n'ont servi que l'Occident. D'ailleurs, Jacques Chirac l'a reconnu pour dire que la moitié de leur portefeuille vient de l'Afrique. Nous commençons un combat pour qu'un jour, cette exploitation s'arrête. Quelle est la limite entre domination et coopération? Comment vous allez faire pratiquement pour que la domination occidentale ne soit pas pesante? Quand nous serons là, par exemple, moi, chef de l'État, je ne peux pas comprendre que notre cuivre, pendant des années, quitte ici à l'état brut pour aller être, n'est-ce pas, traité en Occident. Un pays qui ne produit pas le cuivre, mais qui a au moins prévu une usine d'enfouissement de cuivre, et que ce cuivre soit vendu à eux au prix qu'eux-mêmes veulent. Non, c'est pas possible. Ça, c'est la loi du marché. C'est la loi du marché. C'est celui qui, si personne ne vous achète, oui. Vous ne pouvez pas... Oui, mais qu'est-ce qu'il faut faire cette fois-là? Il faudrait arrêter avec cette exportation. Il faut négocier que les usines soient faites sur place chez nous. Parce que où est parti le diamant de Bakonga? Aujourd'hui, Mbuji-Mayi, c'est un vaste village, alors que pendant 50 ans, on a exporté le diamant. Quand un homme simple ramasse 2-3 pierres, devient un millionnaire. Mais l'État qui a exploité le diamant par tonnes, et le vrai diamant est toujours pauvre. Où est passée cette richesse? Nous refusons la domination. La coopération, c'est quoi? C'est dit donna. Vous me donnez, nous vous donnons. Ce n'est pas être toujours avec la main tendue. Chez nous, d'ailleurs, je condamne, et la majorité qui est toujours tournée vers l'extérieur, même pour son budget. Notre budget est à moitié, presque le 3/4. C'est l'aide de l'étranger. Il y a trop d'aide. Même pour nos poubelles, ce sont les étrangers. L'étranger est là. Voilà. Qu'est-ce que vous allez faire alors? C'est ça le comble avec l'ancienne classe politique qu'on trouve et à la majorité et à l'opposition, qui sont comme deux sœurs jumelles incestueuses qui ont un seul mari, qui est l'Occident, qui les téléguide. Ceux qui sont là pour y être ont besoin de l'Occident. Ceux qui veulent y accéder... Vous n'avez pas besoin de l'Occident. Pas du tout. Le monde est interplanétaire, c'est la mondialisation. Vous allez faire fi de l'Occident? Oui, c'est la haine de l'étranger, dites-nous franchement. Oui à la coopération, non à l'exploitation, non à la domination. Quelle sera la place les relations qu'il y a... Quelle sera la place de l'étranger? Vous allez les chasser ou quoi? La relation qu'il y a entre la France et la Belgique, il y a coopération, il n'y a pas domination, il n'y a pas impérialisme. Nous devons commencer un processus aussi pour arriver à ça. Est-ce que vous trouvez normal que chez nous, quand on viole les droits de l'homme, on fait des reproches, le gouvernement parle de la souveraineté. Mais pour nettoyer la ville,
ils ont besoin de l'Union européenne. C'est paradoxal. Vous trouvez normal que les politiciens congolais puissent être invités à l'étranger avec les frais de l'étranger pour leur apprendre comment faire la politique par l'étranger? Ça, c'est l'île de Gorée, ça. Vous faites allusion à ça? Eh bien, c'est vous qui le dites. C'est ça le problème. J'ai été contacté 2 semaines avant par un grand acteur de la société civile qui est maintenant international, qui est congolais. Quand j'ai posé la question de savoir qui finance, j'ai dit non. On connaît mes positions. Je ne peux pas le faire. Je peux aller à une conférence, par exemple, de l'intention socialiste entre partis politiques, oui, mais pas pour être financé par un gouvernement étranger. Ça, c'est hypothéquer notre souveraineté. Et c'est pourquoi nous disons nous que nous sommes de la nouvelle classe politique. Nous allons commencer un combat avec les élites. Vous savez que notre parti, c'est un parti élitiste. Nous ne sommes pas un parti de masse. On a besoin des élites pour comprendre ces combats, pour qu'un jour, notre pays devienne... La place de l'étranger. Nous sommes dans une prison. La place de l'étranger en RDC. L'étranger... Vous faites aussi peur à l'étranger. Jamais, non. L'étranger qui est chez nous doit être comme chez lui. Il doit travailler pour le pays. Mais quel est le comble chez nous? Toute la richesse congolaise est entre les mains soit des gouvernants, soit de l'étranger. Tout est fait par... Nous sommes colonisés. Même pour fabriquer le pain, il faut qu'un étranger vienne le faire. Et d'un côté, le Premier ministre Matata vous dit qu'il est très content de la croissance, maîtrise des paramètres macroéconomiques, le PIB. Mais on parle de quel PIB? Parce que ce PIB-là est fait surtout par les étrangers. Chez nous, il faut plutôt parler des produits intérieurs nets et produits nationaux nets. Parce que quand ils produisent, une partie va à l'extérieur, ne peut pas contribuer au bonheur du peuple congolais. Alors, que faire pour que le Congolais devienne responsable, propriétaire de sa richesse? Est-ce qu'il y a des banques d'investissement? Non. On vous dit que le chômage a baissé de 60 à 40, ce qui est un mensonge d'État. Parce que quand le chômage baisse, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a croissance. Quand il y a croissance, il y a des mains et têtes pour travailler. Donc, baisse du chômage. Mais on a vu où cette baisse du chômage? Le Premier ministre a menti officiellement. Donc, moi je crois que nous, notre nationalisme, il faut toute une émission pour en parler. Juste une petite question sur le nationalisme. Il est un peu tardif. Willy Kalengai, Géopolis. Voilà, il est un peu tardif en ce qui vous concerne parce que vous avez été président d'un syndicat, Solidarité, qui est quand même d'inspiration socialiste, extérieure. Solidarité, Solidarnosc, on a pensé, vous avez même vous vanté les Chevalessa à l'époque. Vous êtes né dans cette ambiance-là. C'est nationalisme. Lech Walesa, ancien président polonais. Quand on dit nationalisme, ça ne veut pas dire que tout ce qui vient d'ailleurs est mauvais. Ça veut dire seulement que nous devons être maîtres de notre destin. Nous devons décider nous-mêmes. Mais ce qui est bon ailleurs peut être importé, mais pas imposé. Vous comprenez? Et quand j'ai créé le syndicat Solidarité, je me suis inspiré de l'Afrique généralement, mais j'ai pris juste les noms qui étaient en français, malheureusement. Et quand moi, je serai chef de l'État, plus question de faire des émissions en français. C'est aussi une colonisation mentale dont nous souffrons. Nous sommes des Congolais. Nous avons nos langues. De la gravité des propos que vous tenez là. Bien sûr que oui, je m'assume. Vous connaissez l'origine de nos langues ici. Si on vous dit que le Swahili vient de l'Arabie Saoudite, vous allez dire quoi? Au moins, ce sont deux langues. Et que le Tchoulouba vient de l'Égypte. Attendez. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire quoi, M. Mbikaï? Si le Tchoulouba vient de l'Égypte... Les Lingala viendraient peut-être de l'Amérique du Sud. Je vais vous répondre. Oui. Si le Tchoulouba vient de l'Égypte, c'est dans la migration que ces peuples l'ont transposé chez nous. Oui. Donc, c'est notre langue. Vous savez que beaucoup d'enfants échouent à l'école à cause de la langue. L'enfant qui est intelligent, au lieu d'apprendre la science, doit commencer par apprendre une langue étrangère. Ça, c'est de la colonisation. Pourquoi devons-nous d'abord transiter par une langue étrangère avant de parler, avant de réfléchir, avant de raisonner? Non, moi, chef de l'État, monsieur, il y aura tout un ministère qui va s'occuper de la tradition de tous les manuels scientifiques dans nos langues, et c'est faisable, pour que de la maternelle à l'université, qu'on apprenne en Tchoulouba, Swahili, Kikongo. Bien sûr, on peut apprendre le français pour communiquer avec les autres. Et c'est là qu'on va commencer notre développement, pas aujourd'hui. Rachel Kitsita, Numérica Télévision. Monsieur Steve Mbikaï, vous prêchez aujourd'hui pour la transition, c'est ça? Oui. Cette transition qui va précéder la tenue des élections. Oui. Ça prendra combien de temps?
Voilà. Nous avons posé cette question à la commission technique du conclave dans notre nouvelle classe politique et sociale. On a fait des calculs bien chronométrés. Mais ce n'est pas le moment de dire, parce que j'ai une conférence de presse la semaine prochaine, n'est-ce pas? Et c'est là que je vais entrer en profondeur de ce qui a été fait. Mais tout dépendra du consensus à trouver. Mais nous, on a fait un calcul, on a un timing qu'on ne va pas dévoiler ici. 2 ans, 3 ans peut-être. 2016, quelle est la justification que vous donnez au peuple congolais du fait qu'il n'y aura pas élection cette année? L'incompétence du gouvernement. Et d'ailleurs, il fallait qu'il y ait des têtes qui tombent. En principe, et c'est là que je comprends que c'est peut-être bien ficelé par la majorité, parce que le responsable s'appelle Premier ministre, son gouvernement, mais il n'est même pas blâmé, rien du tout. Ce sont eux qui sont à la base de ça. Sauf que, on ne va pas dire, comme c'est eux, cassons la baraque. Voilà pourquoi nous disons qu'il faut un consensus autour d'une transition. Dans une déclaration faite hier à Kinshasa, le G7 propose un schéma qui peut amener le peuple congolais aux élections cette année rapidement. Monsieur Steve Mikaï, au premier semestre de l'année 2016, acquisition des kits et du matériel normalement. Deuxième semestre, révision du fichier électoral. Troisième semestre, mise à jour du cadre du cadre légal. Et troisième trimestre, quatrième trimestre, élections provinciales, législatives, présidentielles. Et la déclaration ajoute que ces élections peuvent se tenir le même jour. Est-ce que ce schéma est réaliste? Cette démarche de G7, je l'ai trouvée inopportune. Pourquoi? Ça peut être une proposition. Parce que personne ne peut l'accepter, même si elle est bonne. Il faut qu'il ait le quitus de tout le monde. D'où la nécessité de dialoguer. Parce que nous, à la commission technique, on a aussi fait ce travail. Il y en a qui le font ici et là. Mais que faire? Prendre lequel? Voilà pourquoi il faut discuter dans un dialogue pour tomber d'accord. Ils sont bien libres de faire des propositions et c'est une bonne chose. Mais faire ça et refuser de dialoguer, je les comprends. Ils sont à la recherche d'un statut opposant. Vous acceptez de dialoguer? Vous savez que chez nous, il y a une fonction la meilleure, c'est quoi? Être opposant. On a habitué aux gens qu'être opposant, c'est les bons grades en politique. Comme eux viennent de quitter le président Kabila, ils doivent tout faire pour s'affirmer comme opposants, dire non au dialogue. Ils n'ont qu'à venir avec leurs propositions au dialogue. On discute et on tombe d'accord. Vous acceptez, vous, de dialoguer avec ou sans médiation internationale, comme Tshisekedi? Madame, je suis nationaliste. J'impose la question de savoir pourquoi est-ce que pour qu'on se parle, on a besoin d'un médiateur international. Dès le départ, moi j'étais contre. Voilà qu'on est bloqué. Alors vous allez bloquer le processus. Voilà, mais ce sont eux qui bloquent le processus. On s'en sortira comment? Non, voilà. Il faut d'ailleurs, moi j'ai posé ceci. C'est ridicule que d'être bloqué parce qu'un étranger a refusé de vous désigner un facilitateur. C'est ridicule. Pour un pays des gens normaux. Écoutez, madame, moi je dis ceci. Il faut couper la poire en deux. Nous autres nationalistes, on veut bien avoir un dialogue entre les Congolais, comme à la CNS, comme au Palais en deux. On lance des invitations, on commence le travail préparatoire, comme ça préparatoire. Mais il y a les quotas qui est réservé à ceux qui attendent qu'il y ait un étranger pour qu'ils viennent. Et ils viendront après. Parce que dans les coutumes sur le plan international, quand on ne vous répond pas, c'est que la réponse est négative. Ça fait plus de mois qu'on a écrit à Ban Ki-moon, n'a pas répondu. Et après, il vous dit, engagez un dialogue. C'est pour vous dire que vous n'êtes pas sous ma tutelle. Pourquoi voulez-vous que je convoque le dialogue? Est-ce que c'est vraiment compréhensible de dire qu'il faut demander à Ban Ki-moon de convoquer un dialogue dans un pays qui n'est pas sous tutelle? Donc pour vous, c'est le président que Joseph Kabila qui doit convoquer le dialogue, et maintenant? Mais je donne l'exemple de la CNS. Nous avions un chef de l'État qui n'avait pas de mandat, Mobutu, illégitime, contesté comme tout. Mais pour aller à la CNS, tout le monde avait demandé qu'il lui convoquât la CNS. Et quand il avait convoqué la conférence constitutionnelle, nous tous, y compris le leader Maximo, qui est aussi juriste, avait demandé qu'il signe une ordonnance de la conférence nationale. Mais d'où vient que maintenant on dise qu'il faut qu'on convoque un dialogue par l'étranger? Alors, Steve Mikaï, on vous a vu aux consultations initiées par le président de la République avec les forces vives de la nation. Vous étiez au Palais de la Nation, vous avez prêché par la suite pour le dialogue. Et voilà qu'aujourd'hui, vous demandez ou vous proposez la mise en place carrément d'une transition. Vous vous attendez à quoi, Steve Mikaï? Ce n'est pas
du bénévolat que vous faites en politique. Il n'y a rien pour rien. Qu'est-ce qu'on vous a promis à la majorité présidentielle? Venant d'une journaliste, c'est très grave, madame. Ce n'est pas très grave puisque un homme politique ne pose pas d'action sans bénéfice en retour. Je n'avais jamais été aux consultations. Parce que c'était aux concertations. Je parle de quoi? Consultation. J'étais au palais. D'accord. Voilà, aux consultations, voilà. J'étais là. Me promettre quelque chose, pourquoi? Pour faire quoi? En échange de quoi? Un poste ministériel. On entend même que vous serez peut-être le prochain ministre de l'enseignement, de l'EPSP. Mais vous me l'apprenez. Si c'est dans le cadre de la transition, je dirais oui. Mais si c'est pour me débaucher, je dirais non. Parce que je ne peux pas. Absolument. Absolument, parce que moi, je ne peux pas aller adhérer à un gouvernement qui n'a pas de programme. Quel sera l'intérêt de la population? Parce que le gouvernement que nous avons ici n'a pas de programme. Donc moi, je ne peux pas aller adhérer, être ministre dans ces gouvernements. Ça sera quoi l'intérêt de la population? Mais s'il y a une transition, cela veut dire quoi? À la fin du mandat, il faut qu'il y ait un programme consensuel de ce temps-là. Or, aujourd'hui, la majorité n'a pas de programme. Au moins en 2006, ils avaient un programme. 5 chantiers. On savait ce qui était prévu. Mais après, ils ont eu un slogan. La révolution de la modernité, qui ne veut rien dire du tout. Alors, sur quelle base je vais aller à un gouvernement pareil? Question. Puisque vous, dans votre proposition de transition, entrevoyez un Premier ministre de l'opposition. Je reviens à la Constitution. Vous allez me parler de votre convention constitutionnelle. À la première question, vous avez dit à un opposant, sa définition, c'est celui qui n'est pas dans l'équipe au gouvernement. Et qui n'adhère pas au programme de l'exécutif. Vous complétez avec moi, merci beaucoup. Mais le Premier ministre de l'opposition, selon la Constitution, il passe à la majorité. Alors, votre convention, qui ne doit pas énerver la Constitution, au niveau du gouvernement, elle ne fait que ça, énerver la Constitution. Non, mais pas du tout, justement. Quand nous disons qu'on ne doit pas énerver la Constitution, ça veut dire quoi? Quand nous mettons d'accord, parce que, excusez-moi le terme, au Congo, on a tout vu, on voit les gens au gouvernement qui s'appellent opposition, ce qui est anormal. Opposition républicaine, vous avez des ministres, non, on n'est pas opposition. Si nous nous mettons d'accord pour une transition à travers la Convention constitutionnelle, qu'est-ce que cela veut dire? Nos députés et sur la majorité vont former une nouvelle majorité parlementaire. Et c'est cette majorité parlementaire qui va accepter le Premier ministre venant de nos rangs. Et en ce moment-là, la Constitution continue. Voilà. Donc le Premier ministre de l'opposition de la transition sera un Premier ministre issu de l'opposition avant la transition qui sera devenu majorité une fois la transition démarrée. Qui sera une majorité parlementaire. Parce qu'on ne peut pas être au même moment à l'exécutif et se dire de l'opposition. Non. En ces moments-là, c'est un gouvernement de consensus de tout le monde, n'est-ce pas? Où on va dépendre d'une nouvelle majorité parlementaire, pas présidentielle. Oui, mais la majorité parlementaire, aujourd'hui, elle s'appelle présidentielle parce que le président est du même camp. Elle peut ne pas s'appeler présidentielle demain si la majorité n'est pas du même camp que le président. Mais retour à cette question. Aujourd'hui, je vous ai posé la question de savoir de combien avez-vous besoin en termes de participation à cette convention au niveau de l'Assemblée nationale. En fin de compte, votre projet n'a besoin que de la moitié du Parlement plus 1, en plus de l'accord de la Cour constitutionnelle, parce que là, votre transition, ce n'est qu'une prolongation acceptée par tous et qui permet la création d'une nouvelle majorité comme celle aujourd'hui avec l'opposition dite républicaine. Mais c'est tout à fait clair. C'est clair. Là, c'est pour résoudre un problème précis qui se pose. C'est comme pour les traités internationaux. Pour qu'ils soient d'application, ça passe d'abord par le quitus, l'Assemblée nationale. Parce que le dialogue serait quelque chose d'un peu qui n'est pas dans les institutions. Il faudrait ramener l'accord qui sera, n'est-ce pas, signé à ces dialogues au niveau des institutions pour que ça devienne opposable à tous. Parce que si nous adoptons ça au niveau de l'Assemblée nationale, et si nous avons le quitus de la Cour constitutionnelle, et si c'est promulgué par le chef de l'État, que vous ayez été là ou pas, eh bien, ça vous est imposable. Ça, c'est concertation bis. Thierry Kambundi. Rien du tout. Aux concertations, n'est-ce pas, tout était conçu par un seul camp. Voilà qu'au dialogue, tout est fait ensemble. On marche ensemble. Aux concertations, tout était conçu par un seul camp.
peut-être. Mais à ce camp s'est rallié le camp de M. Kengo, l'opposition républicaine, pour faire un seul camp aujourd'hui. Et ils ont adhéré. Nous, on ne va pas adhérer. Nous, on discute pour dégager une autre formule. Ils ont adhéré. Ils avaient discuté avant d'adhérer. Ils ont adhéré. Thierry Kamboudi. Monsieur Mikaï, j'ai comme l'impression à vous entendre parler que clairement votre proposition d'une transition prêche contre le dialogue que vous avez tant soutenu. Parce que le chef de l'État a déjà circonscrit le cadre du dialogue. Il a dit on va parler processus électoral. Vous dites qu'on va parler transition. C'est-à-dire que pour vous, au jour d'aujourd'hui, on est en janvier 2016, le processus électoral n'est plus important. On doit s'atteler à une transition. Moi, je pense que ceux qui me suivent ont compris que la transition découle du processus électoral. C'est-à-dire aujourd'hui, si nous avons un calendrier électoral qui fait qu'on ait les élections en novembre prochain, il n'y aura plus de transition. Mais si on a un calendrier qui dépasse le délai constitutionnel, qui va jusqu'en 2017, là, il faut une transition. Mais pourquoi donc la transition avant le bœuf alors? Mais diriger, c'est prévoir. Je vous ai dit qu'il y a les gens qui ont dit qu'il faut absolument une sélection populaire. Il fallait qu'on voit qu'il y ait une autre recette. C'est ça l'objectif. Comme les autres ont tant prêché l'île de Gorée, on a tant prêché l'insurrection, alors qu'on sait que quand il y a insurrection, toujours il y a mort d'homme. Moi, je veux qu'il y ait élection maintenant sans mort d'homme, sans casse. Donc la transition va découler du compromis sur le processus électoral. C'est le temps qui va dépasser le mandat qu'on peut appeler transition politique. Donc ceci n'exclut pas cela. Vous dites que vous êtes le président du Parti travailliste qui est plutôt du centre-gauche ou à tendance socialiste. Vous avez été élu, vous êtes élu de Kinshasa à la Tchangou. Est-ce que vos électeurs sont d'accord avec vous? Parce que tout à l'heure, avec ma consoeur Rachel, vous avez évoqué l'intérêt du peuple dans tout ce que vous faites. Mais absolument. Quand j'évite qu'on tue les gens, qu'il y ait des morts, j'ai protégé ce peuple-là. Parce que j'ai dit un jour à un collègue de l'opposition que nous devons d'abord préparer cette population pour qu'il y ait une instruction réussie. Qui peut me dire combien de gens arrêtés en janvier passé sont encore en prison aujourd'hui? Qui peut me dire combien étaient les tués? Qui s'occupe de leur famille? Nous devons être capables de faire tout ça. Savoir quand nous avons une action, les gens arrêtés, nous devons nous occuper d'eux, de leur famille et consorts. Pour que demain, quand on appelle les gens qui est 500 000 dans la rue, j'ai vu au Congo 1 million de gens dans la rue, 500 000 personnes, que jamais. Et quand vous commencez l'action, les gens du camp d'en face commencent à piller. Et tout le monde va piller. C'est plus politique. Non. Voilà, comme j'aime mon peuple, et c'est pour l'intérêt du pays, son économie, pour ses filles et fils. C'est pourquoi je veux une solution qui est pacifique, qui ne passe pas par le sang, pas par de casse, qui passe par un compromis. Willy Kalengai. C'est à votre avantage que de vouloir vraiment protéger la population. Mais je reviens à la convention constitutionnelle et je me vois déjà dans la transition. Je me dis, bon voilà, dans le meilleur des cas, nous sommes dans une transition, on a un gouvernement d'union nationale, tout le monde est dedans pour pouvoir gérer les processus. Et l'Assemblée nationale, et le Sénat, et les provinces, et ils attendent que vous ayez fini la transition, ils continuent à vivre comme aujourd'hui, parce qu'ils auront aussi dépassé largement leurs idées. Qu'est-ce qu'on fait de l'Assemblée nationale, par exemple? Quand je parle de la transition, c'est à tous les niveaux. Quand on va discuter... On va nommer d'autres députés, on va les nommer d'autres députés. D'abord, le député, pourquoi je veux qu'on le fasse avant? C'est pour qu'il y ait un pont à la fin du mandat. C'est-à-dire, on profite quand nous sommes encore légitimes. Donc les députés vont aussi prolonger. Non, tout cela va être discuté au niveau de l'accord qu'on va signer, qu'on va voir. Et j'insiste, au conclave de l'opposition nationaliste, on a dit ceci. Tous les animateurs, notre proposition de la transition, ne doivent pas être candidats aux élections à venir pour éviter qu'ils soient jugés partis. Y compris président et premier ministre. Du chef de l'État, premier ministre, ministre, gouverneur, jusque-là. Si vous voulez être candidat, soyez en dehors de la transition. Mais si vous êtes dans la transition, vous n'êtes pas candidat aux élections qui vont venir. Très bien. Donc vous ne serez pas candidat, vous n'êtes pas candidat ministre ou premier ministre de la transition? Ça dépendra de ce moment-là. On ne peut pas en parler maintenant. Je repose la question. Vous êtes candidat, Premier ministre de cette transition? Je suis congolais. Donc potentiellement candidat? Je suis congolais, de père et de mère, d'ailleurs. Aujourd'hui, vous êtes, opposition nationaliste, dans une position de négociation.
disons-le clairement. D'après vous, quelles sont les chances que votre idée passe? Ma chance que mon idée passe est de 100%. Je vous ai dit que si elle ne passe pas maintenant, elle va passer quand il y aura eu casse et mort d'homme. C'est-à-dire, soit on le fait avant, il n'y a pas casse, il n'y a pas mort d'homme, soit les méthodes du ballet citoyen sont appliquées, Kabila tombe, et même quand il sera tombé, on va toujours dialoguer pour voir son remplaçant, on va dialoguer pour une transition. Donc, ma proposition a 100% de chances de passer, mais c'est question du temps. Soit c'est maintenant, ou c'est après. Paulette Kimuntu. Steve Bekay, tout le monde aujourd'hui parle d'aimer le Congo. Hein? Je soutiens le dialogue, j'aime le Congo. Quels sont, selon vous, les critères pour se dire ou avoir l'amour de ce Congo? Puisqu'aujourd'hui, il y a des anti-dialogues, des anti-patriotes, des complotistes, des comploteurs, tous les termes sont bons. Aujourd'hui, selon vous, vous parlez à cette population, quels sont les critères objectifs pour se dire que non, j'aime le Congo? Moi, je pense que tout le monde aime le Congo, même ceux qui sont contre le dialogue. D'abord, je suis contre la diabolisation de quelqu'un parce qu'il ne veut pas le dialogue. C'est ça, mais c'est ce qui se passe aujourd'hui. Non, moi, je suis contre aujourd'hui, ça. Ceux qui n'aiment pas le dialogue sont des antipatriotes, sont des comploteurs. Ils viennent de l'île de Gorée, ils prennent l'argent dans les ambassades et tout ça. Aujourd'hui, qui aime le Congo? Vice-versa. Ceux qui se parlent pour le dialogue disent que ceux qui sont pro-dialogue sont contre le peuple. Et ça, c'est un peu la politique congolaise. Si vous me suivez très bien, je me situe au-dessus de ça pour le moment. Je ne suis pas dans ce genre de débat. Ok? Si quelqu'un ne vient pas au dialogue, eh ben, il est libre. On ne peut pas dire qu'il veut le chaos. Mais sauf que s'il faut aller apprendre l'instruction à l'île de Gorée, ça c'est condamnable. Parce qu'on ne doit pas, nous, être financés par l'Occident. Il n'y a rien pour rien. Je pose une question à un ami. Quand les gens prennent leur argent, ils vous payent un billet d'avion, ils vous logent, ils vous nourrissent, ils vous enseignent. C'est dans quel objectif? De vous dominer. Ok? Parce qu'ils ont leur plan derrière. Et nous, comme les enfants, on en est même fiers. On s'exhibe à la télé, sur Facebook, on est content. Moi, madame, vous ne me verrez pas parler politique du Congo dans une ambassade. Non. Et ils me connaissent aussi. Quand ils veulent me parler, ils m'invitent, on se voit ailleurs, dans un restaurant par exemple. Je ne peux pas aller faire des rapports dans une ambassade occidentale. A-t-on déjà vu un Français aux États-Unis aller parler politique dans une ambassade aux États-Unis? Non. Pourquoi seulement nous? Alors, moi je ne dis pas qu'on n'aime pas le Congo, et tout simplement, on est encore colonisé mentalement. Et nous luttons pour qu'on ait une indépendance mentale. Nous sommes dans des prisons qu'on appelle État, où on place les capitaines des prisons qu'on appelle chefs de l'État, pas les impérialistes. Et les autres qui veulent le remplacer vont toujours là-bas aussi, Paris, Bruxelles, Washington, demandent les quitus. Et là, c'est comme ça qu'en Afrique, même quand il y a alternance, il y a toujours misère. Pas tous travaillent pour leur maître étranger. Rachel Kitsita. Steve Bekay, quelle est la valeur actuelle que vous donnez à la Constitution de la RDC? Mais la Constitution, voilà. Est-elle devenue obsolète? Rien du tout. Voilà que nous sommes partis dans tout un conclave pour la protéger, pour la respecter. Elle est toujours démise, nous devons la respecter. Si vous avez vraiment envie de protéger cette Constitution, vous vous serez battu et vous vous battrez pour que cette année, il y ait élection. Mais on ne peut pas forcer les choses. Tu sais que l'année passée, j'ai fait tout pour qu'il y ait élection dans le délai. Mais devant une évidence, on ne peut pas s'élever. On ne doit pas faire la politique de l'Autriche. N'importe quel mathématicien ne peut pas nous prouver qu'il y aura l'élection cette année. La majorité fait sa loi. Quelle loi? Vous subissez la loi de la majorité? Non, comment subir la loi de la majorité? Vous êtes incapable de vous, de vous défendre de vous imposer en tant qu'opposition? Mais comment est-ce qu'on va s'imposer? De quelle manière? Vous savez, au Parlement, ici, le cadre légal existe. Est-ce qu'on s'impose au Parlement? Au Parlement, on discute et puis on vote. La majorité passe. Ah, comment on va s'imposer? Vous avez la population. La population peut faire quoi? Tous les mécanismes pour contrer toute tentative de non-respect de la Constitution. Moi, je ne veux pas qu'il y ait mort d'homme, madame. Dans tout cas, c'est la démocratie. Hein? Les uns veulent l'instruction populaire. Et c'est leur droit d'ailleurs. Mais ils doivent faire ça après la fin du mandat. Parce que quand vous le faites avant, vous tombez sur le coup, l'article 64 vous-même aussi. Deuxième alinéa. Donc c'est c'est compliqué. Moi, je ne condamne pas les autres. Je donne ma proposition. Ils ont la leur. OK? On va voir laquelle est la meilleure. Vous êtes encore opposant, Steve Bekay?
Moi, je n'ai pas besoin d'une casquette d'opposant ou de radical ou majorité. Je veux être excellent. Je suis excellent. Et vous l'avez senti. Thierry Kamboundi. Parlons justement de cette opposition parce que vous proposez qu'elle dirige la transition qui fait l'objet de notre débat ici. Quelles sont vos relations avec d'autres acteurs politiques de l'opposition? On sait que vous n'avez pas participé aux concertations nationales. Vous avez même à un moment été le porte-parole de la Coalition pour le vrai dialogue. Voilà. Par la suite, il y a eu rupture de banc. Vous avez notamment été chassé du groupe parlementaire UNC Allié. Quelles sont vos relations avec les autres acteurs de l'opposition? Nos relations sont toujours bonnes, hein, en privé, parce que moi je pense que en politique il faut faire comme dans le foot, hein. Tu es mon frère, tu es de Imana, je suis de Vita, on peut prendre un verre ensemble, mais tous ne comprennent pas comme cela. Pour certains, quand tu as un point de vue contraire, quand ils te voient, ils ne te saluent pas. Mais moi, j'aimais très bien avec tout le monde. Mais à un moment donné, vous étiez dans un même camp, vous défendiez les mêmes idéaux. Et ils ont quitté. Ils m'ont quitté. Parce qu'on a fait la CVD. Coalition pour le vrai dialogue. On s'est battu. Moi, j'étais porte-parole. Vital Kamere était autorité morale, ainsi de suite. On s'est battu. Et on quitté la voie de dialogue. Moi, je suis resté constant. Ils sont partis. Ils m'ont laissé. Ça fait 3 ans que je me bats pour le dialogue. Et je suis resté constant. Vous avez choisi, en âme et conscience, d'adhérer ou d'intégrer le groupe parlementaire UNC Allié. Et en 2015, lorsqu'on vous a chassé de ce parti, de ce groupe parlementaire, vous avez déclaré que je ne peux pas être derrière Vital Kamere. Alors que depuis, on le sait, depuis 2012, vous avez fait partie de son groupe parlementaire. Non, écoutez, ne confondez pas les choses. Groupe parlementaire, ça régente les députés à l'Assemblée nationale. Ça n'a que faire de notre leadership en dehors de l'Assemblée nationale. Encore qu'on m'a jamais chassé, mais je ne veux pas de polémique. Vous avez beaucoup martelé, hein, pour que j'y réagisse. Je ne réagis pas. Mais c'est la vérité. Je n'aime pas de polémique, moi, et que chacun juge seulement. Ils avaient besoin de moi parce qu'ils n'avaient pas assez de députés pour avoir un groupe parlementaire. Alors, j'ai posé les conditions. J'étais seul. Et je suis passé vice-président du groupe. C'était tout. Après, j'ai fait comprendre à mon frère Vital que je n'étais pas derrière lui. Je lui ai dit ça en face. J'étais avec lui côte à côte pour qu'on gagne ensemble. C'était pas question pour moi d'être aligné derrière lui, loin de là. Et là, on ne s'est pas entendu. Mais comment il peut s'organiser cette opposition pour se désigner dans le schéma que vous proposez un Premier ministre? Non, mais écoute, quand nous serons au dialogue, on va nous donner un temps de concertation et de discussion pour qu'on se mette ensemble pour désigner un Premier ministre. On va s'entendre. Et dans tous les cas, suivant mon regard, qui peut être Premier ministre? La réponse est là. Etienne Tshisekedi. Vous avez répondu. Rien que lui. Vous avez répondu. Notamment. C'est ma réponse. La vôtre. Eh bien, je vous ai dit que vous avez répondu et je suis congolais moi aussi. Moi, je n'ai pas répondu, j'ai posé la question. Je suis congolais moi aussi. Monsieur Steve Bikai, merci beaucoup d'avoir accepté d'être avec nous. On arrive vers la fin de l'émission. J'ai quelques petites questions. Cette transition, elle vaut mandat? La transition, c'est-à-dire c'est la conduite, c'est la poursuite du processus électoral. Et la transition ne peut se faire qu'au cas où nous aurons déjà un calendrier électoral avec date précise pour les élections. C'est-à-dire on ne fait que poursuivre le processus, ce n'est pas un mandat. Ce n'est pas un mandat. C'est un temps transitoire pour parachever le processus électoral. Donc les conditions s'ajoutent. La condition que vous n'aviez pas dite tout à l'heure, que Thierry a sorti, c'est participant à la transition, veut dire non candidat à la prochaine législature. Oui. Transition que s'il y a calendrier. Absolument. Parce qu'on ne peut pas aller en transition comme ça. La transition, c'est pour parachever le processus. Et le temps que ça va durer, c'est le temps du calendrier électoral. Ça, c'est clair. Je pose la question de savoir si mon transition vaut mandat. Au cas où le président Joseph Kabila n'en serait pas, que se passe-t-il de votre transition? Au cas où il ne sera pas président? Il ne sera pas président de cette transition. Qu'est-ce qui semble? Mais parce que s'il décide de ne pas être président, eh ben, on va désigner un président de transition aussi. Ça, c'est clair. Parce qu'on ne va jamais laisser le vide à l'état du pays. Qui désigne ce président de transition? Mais c'est toujours la classe politique.
Parce que est-ce qu'on va aller chercher les anges pour le faire? Si, la Constitution. Mais si aujourd'hui, vous savez qu'aujourd'hui, si par exemple, Mais non, attendez. Le problème, c'est ce non. qui dit à Katumbi n'a pas sa place. On va y arriver. On peut faire les primaires dans une opposition à idéologie différente. Pour quel programme, quel projet de société? On va revenir sur ce qu'a dit M. Moïse Katumbi. Revenons à ma question. La classe politique va se choisir un président de transition si le président Joseph Kabila dit qu'il n'est pas de cette transition? Mais qu'est-ce qu'on ferait? On va dire restons sans président? Quand il y a des cas nouveaux, la classe politique doit toujours être en mesure, qui ne sont pas prévus par la Constitution, de trouver une solution. Aujourd'hui, Kengo qui pouvait remplacer est lui-même illégitime, illégal. Mais quand même, il vous dit on doit respecter le délai constitutionnel. Hein? Lui-même est hors délai. Oui, mais c'est compliqué. La Constitution dit, en cas d'absence du président de la République, le président intérimaire, c'est le président du Sénat. On ne parle pas d'un président dans les délais ou dans le mandat. Non. Le président en fonction. Quand on dit président du Sénat, on sait qu'il a un mandat de 5 ans, point trait. Ça, c'est clair. Ça, c'est un principe, général de droit. Parlons de cette primaire à l'opposition. Monsieur Moïse Katumbi dit une primaire pour se désigner un candidat aux futures élections présidentielles. Vous dites que c'est pas possible. Paulette Kimuntu a été plus vite que la lumière. Moïse Katumbi est libéral. Ok? Olivier Kamitatou, c'est un libéral. Un Ndondo libéral. Comment est-ce que moi qui suis de gauche, moi qui prends une idéologie made in Afrique, c'est-à-dire le solidarisme africain, vais-je aller chercher à avoir un candidat commun avec les libéraux? C'est pour défendre quel programme? Donc l'opposition ou un candidat commun de l'opposition, vous n'y croyez pas? Non, moi je crois qu'il faut d'abord qu'il y ait un candidat des forces de gauche que nous sommes, et nationalistes, et que les forces réactionnaires aient leur candidat. Et peut-être après on peut négocier entre les deux forces pour voir ce qu'on peut faire. Mais appeler tout le monde comme ça dans des primaires, ça s'est fait dans quel pays d'abord? On a vu ça? Aux États-Unis. Non, là c'est dans des partis politiques. Le primaire, on le fait dans un parti politique pour désigner le meilleur d'entre nous qui peut porter le programme du parti politique. C'est ça. D'accord. Alors, vous qui refusez les postures, vous qui refusez les dénominations, l'opposition d'aujourd'hui, elle est celle qui est opposée à la majorité parlementaire. C'est ce que vous avez souligné de nouveau en début d'émission. L'utilité d'un candidat de l'opposition actuelle pour les futures élections, quelle est-elle, puisque la majorité de demain, ce sera les électeurs qui vont la désigner au cours du prochain scrutin? Oui, moi, je n'ai pas parlé de la majorité. Là, vous parlez de la ligne politique. Moi, j'ai parlé de l'idéologie. Nous, par exemple, le Parti travailliste, avec UDPS et les autres, c'est plus facile qu'on se mette ensemble pour désigner un candidat de gauche à ces élections-là. Pas tout, parce que nous avons presque la même pensée, la même façon de concevoir la société. Mais on ne peut pas, comme ça, d'emblée, appeler tout le monde dans une espèce... comment dirais-je, panier à crabe pour désigner un candidat, bon, je ne sais pas. Et je me demande aussi, mon frère Katumbi parle au nom de quel parti? Ça, c'est aussi la question. Donc pour vous... Il est de quel parti? C'est une question qu'on pourrait lui poser au cours d'une prochaine émission. Parce que la conquête des pouvoirs relève des partis politiques. Voilà. C'est une question qu'on pourrait lui poser au cours d'une prochaine émission. Merci beaucoup, Monsieur Steve Bikai. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à notre invitation. Merci à Rachel Kitsita de Numérica Télévision, à Paulette Kimuntu de Congo Web Télévision, ainsi qu'à Willy Kalengai de Géopolis Magazine et à Thierry Kambundi de Top Congo FM d'avoir participé à cette émission. Merci à vous et je tiens particulièrement à vous remercier parce que vous avez pris un engagement d'être avec nous, vous avez pris l'engagement de faire l'émission avec nous. Et vous l'avez respecté. C'est malheureusement rare aujourd'hui que de voir des politiciens prendre un engagement et le tenir. Nous sommes dans une nouvelle classe politique. Merci beaucoup. Prochain rendez-vous la semaine prochaine. Nous recevrons encore un membre de l'opposition. On a la règle d'un membre de l'opposition, un membre de la majorité. On ne va pas citer son nom, mais le membre de la majorité présidentielle nous ayant fait faux bon. La semaine prochaine, nous recevrons un membre de l'UDPS, Valentin Moubaké. Merci à Didi Binsika, Mika Loussala pour la réalisation de la version télévision de cette émission. L'actualité continue sur le www.topcongo.be. Vous allez nous suivre sur vos différentes chaînes de télévision. Merci à vous. La rediffusion radio, ce sera demain dimanche 19h30.